Le Führer Adolf Hitler est mort. Des militants sans scrupules, loin derrière le front, ont tenté de profiter de la situation pour poignarder dans le dos ceux qui se battent durement en première ligne et prendre le pouvoir à des fins personnelles. En cette heure de grand danger, le gouvernement du Reich a déclaré l'état d'urgence militaire pour le maintien de l'ordre et au même moment m'a remis le pouvoir exécutif ainsi que le haut commandement de la Wehrmacht. C'est à ce titre que je transmets les ordres suivants. Je transfère le pouvoir exécutif au sein de la zone de guerre au commandement de l'armée de réserve, que je nomme également commandant suprême des forces combattantes sur le territoire. Malheureusement, cette annonce n'a jamais été transmise et n'est pas non plus issue d'une imagination fertile. Il s'agit en substance des ordres de l'opération Valkyrie, qui devaient être transmis à tous les commandants d'unités dans le cas où le régime devrait faire face à un soulèvement. Par exemple, la révolte des 12 millions d'ouvriers esclaves exploités par l'Allemagne. Enfermés dans des camps de travail, travaillant jusqu'à l'épuisement et vivant dans la famine. À l'origine, ils étaient composés de ceux que les nazis traitaient avec mépris, homosexuels, juifs, gitans et sans-abri. Une fois la guerre déclarée, leur nombre fut dilué dans la masse de civils venus des pays conquis dans l'Est de l'Europe. Ils n'étaient pas les seuls à être considérés comme une menace par le Troisième Reich. Le haut commandement craignait que le succès dévastateur des bombardements alliés sur les villes allemandes ne crée l'anarchie. Il craignait que ce flottement de l'autorité ne soit exploité par l'opposition pour lancer un mouvement révolutionnaire qui s'attaquerait au Reich, un mouvement qui serait manipulé par des traîtres nazis ou encore par des officiers renégats de la Wehrmacht en quête de pouvoir et dont l'objectif serait de se débarrasser d'Hitler et de remplacer son gouvernement. Le Führer avait conscience que le nombre des pertes allemandes augmentant, les menaces dont il faisait l'objet augmentaient également. À tel point qu'il était fier de sa tactique qui consistait à changer sans cesse son programme d'activité ou à écourter ses visites officielles sans préavis. Déjà, il évitait de se rendre à Berlin, préférant se retirer dans son fief romantique des Alpes bavaroises, à Berchtesgaden, ou encore dans son bunker fortifié et sécurisé en forêt, en Prusse orientale, à Wolfschanze, le repère du loup. Hitler adorait faire référence au loup en baptisant ses lieux de retraite, faisant le rapprochement avec son prénom, Adolf, qui, en vieil allemand, désignait le loup. À présent qu'il était lui-même plus loup solitaire qu'à n'importe quel autre moment de son ascension politique, il n'avait pas été difficile de lui faire approuver l'opération Valkyrie. Le chef suprême du Reich, de plus en plus paranoïaque, ne pouvait qu'être intéressé par un plan prêt à être mis en œuvre en cas de rébellion. Surtout que ce plan lui était présenté par l'homme à la tête de l'Abwehr, le renseignement militaire allemand, l'amiral Canaris. Ce que Hitler ignorait, c'est que Canaris n'avait plus confiance en lui depuis 1938 et que maintenant, il travaillait activement contre lui. Le plan qu'il venait d'approuver, sous couvert de contrer la rébellion naissante, devait en fait fournir la structure à une conspiration destinée à l'éliminer lui, Hitler. Canaris allait mettre en place tout un mécanisme permettant un transfert direct du pouvoir, une fois Hitler assassiné, et pour que ce projet réussisse, il ne devait pas y avoir de flottement ou de vide au centre, à Berlin. La plus grande force militaire à Berlin était la réserve de l'armée, dont la fonction était de fournir des personnels pour l'entraînement et pour remplacer les soldats tués au front. L'homme qui tenait cette position clé était le général Friedrich Fromm, et c'était lui qui, en temps normal, devait lancer l'opération Valkyrie et en faire l'annonce.
Même si les conspirateurs étaient certains qu'ils se rallieraient à leur plan, en cas d'hésitation, ils seraient immédiatement arrêtés et un autre général prendrait sa place. Bien que l'opération Valkyrie ait été approuvée en 1943, au printemps 1944, rien n'avait été fait pour la mettre en œuvre. Puis en juin de la même année, la résistance bénéficia d'un énorme coup de chance. L'un des siens, un officier séduisant, intelligent et habile, Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg, fut nommé chef d'état-major du général Fromm, ce qui lui donna non seulement le pouvoir de donner des ordres au nom de Fromm, mais également la possibilité de rencontrer régulièrement Hitler. Les Valkyries étaient des femmes guerrières ailées et armées dans la mythologie nordique, et dont le rôle était de collecter les âmes des plus courageux soldats tombés au combat, puis de les escorter au Valhalla, le royaume des dieux. Maintenant, il semblait qu'une Valkyrie était sur le point de voler encore une fois, et l'âme qu'elle devait convoyer n'était autre que celle du Führer, Adolf Hitler. Les résistants à Hitler n'étaient unis ni par les raisons qui les opposaient au Führer, ni par les objectifs qu'ils poursuivaient. Les complots se forgèrent tout au long d'une période qui commença avec les tensions découlant de la politique militaire agressive d'Hitler précédant la Seconde Guerre mondiale et qui s'acheva avec l'échec de l'opération Valkyrie, lorsque le Reich se débarrassa férocement de tous ses opposants potentiels. La plupart des conjurés faisaient partie de l'armée. Les raisons en étaient multiples. L'armée se sentait menacée par ce caporal de la Première Guerre mondiale qui avait pris le pouvoir et encouragé le développement des SS d'Himmler, en concurrence avec l'armée régulière. Le corps des officiers de la Wehrmacht était très aristocratique et n'avait que peu de sympathie pour une philosophie qui remettait en cause les prérogatives de l'ancien système. Plus encore, les officiers qui servaient sur la ligne de front ne pouvaient fermer les yeux sur les barbaries qui étaient commises quotidiennement en leur présence. Et enfin, l'armée avait les armes. Mais il y avait d'autres opposants politiques et religieux de toutes origines sociales. L'armée elle-même était constituée d'individus très différents, décidés à agir pour des raisons tout aussi variées. Certains adhéraient aux ambitions du Führer, mais craignaient que sa stratégie ne mène l'Allemagne au désastre. D'autres lui étaient opposés depuis le départ pour des raisons morales ou politiques, tandis que d'autres se soulevèrent, et pour certains, le plus fermement en raison de leur appartenance au parti nazi, quand il montra son vrai visage. Certains souhaitaient simplement arrêter Hitler et l'amener devant les tribunaux. Politiquement, ils étaient de tous les bords, des monarchistes de droite aux chrétiens socialistes de gauche. Parmi eux, les légalistes, qui pensaient non seulement qu'Hitler avait droit à un procès loyal, mais aussi que ce procès devait être rendu public. Pour eux, ce n'était pas seulement de justice dont il était question. Il fallait aussi être en mesure de démontrer plus tard que la conspiration n'avait fait qu'agir pour le bien de la patrie. Des rumeurs de complot avaient vu le jour juste après la Grande Guerre et avaient fleuri pendant l'ascension d'Hitler et la persécution des Juifs qui furent pointés du doigt comme étant les grands traîtres, ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale elle-même. Il y avait également de fervents religieux
qui, de manière presque comique en plein milieu d'un tel carnage, jugeait que tuer des innocents était mal. Mais pour la majeure partie de la résistance, Hitler devait être assassiné. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la balance pesait de plus en plus lourdement du côté de l'assassinat. Adolf Hitler avait fini par renoncer au coup d'État pour accéder au pouvoir après avoir tenté sa chance et échoué. Il avait été nommé chancelier en 1933 et aux élections du 6 mars, la même année, le NSDAP, le parti nazi, avait remporté 43,9% des suffrages, devenant ainsi le plus grand parti du Reichstag, le Parlement allemand. 17 jours après son élection, il avait manipulé les autres partis, à l'exception notable du Parti socialiste, en faisant voter la loi des pleins pouvoirs. La pierre angulaire de toute démocratie reste la séparation de l'exécutif et du législatif, avec le pouvoir du Parlement d'approuver ou désapprouver toute loi, laissant à l'exécutif le soin de la mener à bien. La loi des pleins pouvoirs annulait cette séparation, plaçant le pouvoir législatif entre les mains d'Hitler. Le Parti socialiste fut immédiatement déclaré illégal, et le 14 juillet, les autres partis réalisèrent qu'ils s'étaient eux-mêmes mis en dehors du système. Le cabinet d'Hitler déclara le parti nazi le seul parti légal en Allemagne. Le second acte d'Hitler visait directement un groupe qui avait été pourtant l'instrument de son ascension au pouvoir, les SA, ou Sturmabteilung, appelés aussi les chemises brunes, en raison de leur uniforme. Formée en 1920 pour protéger le parti nazi contre les attaques physiques de ses opposants politiques, cette troupe, spécialisée dans le combat de rue, avait grossi jusqu'à compter 2 900 000 hommes. Et son chef, Röhm, un vieil allié d'Hitler, visait le poste de ministre de la Défense, avec l'intention d'incorporer les SA dans l'armée. Mais l'armée avait été réduite à moins de 100 000 hommes suite au traité de Versailles, et elle risquait dans ce cas d'être absorbée par les SA. Sa réaction était facile à prévoir. Hindenburg, ancien général, héros de la Grande Guerre et président du Reich, menaçait d'imposer la loi martiale. Plus encore, la lutte contre la délinquance de rue menée par les SA n'était plus utile, et la taille imposante du corps de troupes menaçait le parti nazi lui-même. En juin 1934, Hitler frappa. À ses côtés, Himmler, le chef des SS rivaux, les Schutzstaffel ou sections de protection, avait constitué de toutes pièces un dossier démontrant que Röhm touchait des pots de vin français pour renverser Hitler. L'exécution des leaders des SA fut ordonnée et prit la forme de l'opération connue sous le nom de Nuit des longs couteaux, nuit durant laquelle furent massacrés non seulement les chefs des SA, mais également un grand nombre d'opposants au régime d'Hitler. Les dessinateurs de la presse internationale s'empressèrent de dénoncer dans leurs dessins la sauvagerie de l'événement. Mais cela ne faisait pas rire un homme, Henning von Treschow. Issu de l'élite militaire prussienne et partageant l'hostilité du parti nazi vis-à-vis du traité de Versailles, il avait été choqué de la brutalité de l'opération et allait devenir un conspirateur invétéré contre Hitler. Jouissant d'une réputation considérable, récompensé de la Croix de fer de première classe lors de la bataille de la Marne, son officier supérieur lui avait dit « Vous deviendrez chef de l'état-major général ou vous mourrez sur l'échafaud ». Quoi qu'il en soit, pour le moment, Hitler avait sauvé l'armée et Hindenburg lui adressa une lettre lui exprimant sa plus profonde gratitude. Hindenburg mourut en août. Le cabinet déclara la présidence dormante et transféra tous ses pouvoirs au chancelier Hitler. En 1936, au nom du Reich, Hitler entra en Rhénanie.
le territoire frontalier avec la Belgique, qui avait été occupé par les Alliés en vertu du traité de Versailles. 30 000 soldats allemands y entrèrent sans rencontrer de résistance de l'armée française. Les Français n'eurent pas le courage politique de s'opposer aux tyrans, car ils craignaient de ne pas avoir le soutien des Britanniques. La Rhénanie fut concédée sans effusion de sang. Le public allemand était enchanté et la popularité d'Hitler grimpa en flèche. La prochaine étape, en 1937, était d'annexer l'Autriche par la force si nécessaire. Cela l'opposa immédiatement à son chef d'état-major, le général Ludwig Beck. Officier ambitieux, mais avec une vision limitée, Beck se trompa à plusieurs reprises lors de ses controverses avec Hitler. Ce n'était pas sur des conditions morales qu'il s'opposait, ni sur aucun des objectifs d'Hitler. C'était surtout un problème de timing. Chargé de donner les ordres pour organiser le plan d'union avec l'Autriche, il commença par refuser, n'acceptant ensuite uniquement que parce qu'Hitler l'avait convaincu que l'Anschluss, l'union politique avec l'Autriche, ne déboucherait pas sur une guerre. L'Autriche, la terre natale d'Hitler, que celui-ci voulait envahir pour l'unir à l'Allemagne, avait spontanément accepté sa proposition de ralliement. À ce moment, la dictature d'Hitler était devenue absolue. Il avait renvoyé le ministre de la Guerre, poste précédemment connu sous le nom de ministre de la Défense, le remplaçant par l'un des siens, le général Keitel, et changeant le nom du poste encore une fois pour Oberkommando der Wehrmacht ou OKW. Il s'était réservé pour lui-même le poste de chef suprême des armées. En privant en réalité l'armée de son pouvoir d'influence sur la nomination du ministre de la Guerre, Hitler s'était fait un grand nombre d'ennemis dans les rangs des officiers. Le précédent ministre de la Guerre et le chef suprême des forces armées avait été forcé de démissionner dans ce qui est connu sous le nom d'affaire Blumberg-Hirsch. Blumberg, un maréchal sexagénaire, s'était marié avec une secrétaire de 26 ans. Hermann Göring étant son témoin de mariage. La preuve que l'épouse de Blumberg avait été une prostituée vint aux mains de la Gestapo d'Himmler. Göring et Himmler présentèrent le rapport de police à Hitler et Blumberg proposa de démissionner. Ironiquement, c'est à Blumberg que Hitler devait le fait que l'armée continuait de lui offrir son soutien au-delà de toutes ses espérances. C'est lui qui avait changé le serment des officiers, qui devait dorénavant jurer loyauté non pas au pays, mais au Führer lui-même. Ce serment obligea de nombreux officiers à se taire au moment où il leur aurait fallu s'opposer à Hitler. Peu après, le commandant en chef des forces armées, Werner von Frisch, fut accusé par Göring et Himmler de pratiques homosexuelles. Indigné par l'accusation, il démissionna, bien qu'il fût ensuite réhabilité par une cour d'honneur présidée par Göring. Les deux hommes, Blumberg et von Frisch, avaient beaucoup critiqué l'expansionnisme d'Hitler. Cette affaire éloigna encore plus du Führer beaucoup d'officiers, dont deux en particulier, Henning von Treschow et l'homme qui allait devenir son chef hiérarchique, Günther von Klug. En ce qui concerne la politique expansionniste du Reich, en 1938, Beck, le chef de l'état-major général, n'était pas opposé au plan du Führer d'annexer la Tchécoslovaquie. Mais il pensait, à la différence du chef suprême, que la France honorerait ses accords de défense avec la Tchécoslovaquie et qu'elle serait soutenue par la Grande-Bretagne. À son avis, la Wehrmacht n'était pas assez forte pour affronter ces deux armées, en particulier si elles mettaient leurs forces en commun. La conséquence, selon Beck, d'une telle invasion serait la guerre et la destruction de l'Allemagne. Mais à présent, avec le pouvoir et la popularité dont jouissait le Führer, aucun de ses généraux n'osait plus s'opposer à celui que Beck surnommait en privé le petit soldat de première classe mégalomane. En désespoir de cause, Beck fit campagne pour une démission massive de tous les officiers supérieurs des forces armées. Il devint le chef de file du mouvement contre la guerre et fut heureux de trouver un allié inattendu
en la personne de l'amiral Wilhelm Canaris, le chef du renseignement militaire. Canaris descendait d'une famille d'industriels aisés de Westphalie. Il avait servi comme commandant de sous-marins et avait été crédité de 17 bâtiments coulés lors de la Première Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait jamais été membre du parti nazi, il avait fait partie des fameux Freikorps après la Grande Guerre et estimait qu'Hitler était l'un des seuls moyens de sauver l'Allemagne du Parti communiste. Mais au moment où il s'allia à Beck, il était arrivé à la conclusion que le Führer ne faisait que mener l'Allemagne à sa perte par une voie différente du Parti communiste. À l'insu du chef de l'état-major général, il avait pris part avant l'annexion de la Tchécoslovaquie à un complot en vue d'éliminer Hitler et l'ensemble du parti nazi. Incapable d'arriver à un accord avec ses pairs pour une démission en masse, Beck réussit tout de même à les convaincre que si Hitler faisait un pas décisif vers la guerre, il faudrait l'éliminer. C'est à ce moment que le gouvernement britannique décida d'intervenir. Bien qu'ils aient été avertis des plans du général par un intermédiaire, ils décidèrent qu'ils ne pouvaient pas lui faire confiance, d'autant qu'ils éprouvaient une considération presque superstitieuse envers les capacités d'Adolf Hitler. Il doutait également du niveau de préparation de la British Army et de sa capacité à affronter l'Allemagne. Un effet miroir absurde des doutes de Beck. De retour de Munich, le Premier ministre britannique agita triomphalement un papier qu'il annonça comme « la paix de notre époque ». Le gouvernement britannique avait lâchement accepté l'invasion allemande des Sudètes et, en échange, le Führer leur avait assuré qu'il n'avait plus d'autres ambitions territoriales. L'excuse, encore une fois, était que ce territoire avait été injustement coupé de l'Allemagne par le traité de Versailles. La conspiration qui constituait la première menace contre la dictature avant l'opération Valkyrie échoua. Dans un geste de défiance vis-à-vis d'Hitler, Beck démissionna de son poste, acceptant en même temps une future nomination pour prix de son silence. L'un des opposants clés d'Hitler, impliqué dans le complot de 1938, n'était pas un officier de l'armée. Karl Goerdeler, ancien maire de Leipzig, avait été considéré comme un chancelier potentiel en 1932, juste avant l'accession d'Hitler au pouvoir. Sous le régime d'Hitler, il fut l'un des rares politiciens à avoir eu le courage de braver le programme nazi, en particulier l'élimination des Juifs. Malgré sa réélection en 1934, il démissionna, son poste ayant été continuellement miné par l'adjoint au maire, un militant nazi. Devenu directeur commercial export de la firme de Robert Bosch, il profita de ses voyages pour faire part des intentions du Troisième Reich aux intéressés, dont Winston Churchill, et pour rechercher un soutien au putsch de Beck. En même temps, il tenta de faire accepter par le gouvernement britannique 10 000 juifs qui étaient parqués à la frontière polonaise. Sur ces deux points, il revint bredouille. Malgré son accord avec Chamberlain, le chancelier allemand voulait faire d'autres ajustements au traité de Versailles. Lors de l'accord de 1918, une grande partie de la Prusse orientale avait été cédée à la Pologne, dont le corridor de Danzig. Hitler était à présent prêt à en réclamer la restitution. Bien que la Pologne eût déjà signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne depuis 1934, un accord de défense anglo-polonais fut signé le 25 août 1939, alignant la position des Britanniques sur celle des Français. C'était la veille même du jour prévu par Hitler pour l'invasion de la Pologne, et il dut la retarder. Une nouvelle fois, les officiers supérieurs de la Wehrmacht poussèrent un soupir de soulagement.
avec Goerdeler préparant les conditions d'une paix qui serait demandée à l'Angleterre et la France par un gouvernement post-hitlérien, les généraux avaient toujours le projet de se débarrasser d'Hitler, avec cette fois pour signal déclencheur de leur action, une déclaration de guerre contre les nations occidentales dont beaucoup pensaient qu'elle mènerait à une guerre mondiale. En dépit du grade élevé des officiers impliqués, dont le nouveau chef d'état-major des armées, Halder, qui succéda à Beck, le complot échoua. Difficile de savoir ce qu'Hitler connaissait réellement de ses plans. L'amiral Canaris prévint les conspirateurs que s'ils se réunissaient à Zossen, le quartier général de l'armée, ils seraient arrêtés. Et le Führer lui-même dit à Halder qu'il détruirait l'esprit de Zossen, ce que ce dernier prit comme un avertissement clair. Trompé par l'apparente volonté des Alliés de continuer les pourparlers, l'armée allemande envahit la Pologne le 1er septembre. Et le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne lui déclarèrent la guerre. Un des personnages les plus importants à entrer en résistance contre Hitler fut Helmut Graf von Moltke, dont les positions antifascistes furent renforcées lors de la campagne de Pologne. Malgré ses antécédents militaires et aristocratiques, son arrière-grand-père avait mené avec succès l'armée allemande pendant les guerres austro-prussiennes et franco-prussiennes, les opinions de Moltke tendaient vers le socialisme et vers une pensée philanthropique. Adepte du droit et des lois, il refusa de devenir juge, car cela aurait fait de lui un membre du parti nazi. Il alla plutôt poursuivre ses études de droit à Oxford. En 1939, il fut recruté dans l'Abwehr sous les ordres de l'amiral Canaris, et fut choqué par ce qu'il vit quand l'armée du Reich progressa à travers les territoires occupés. Plus d'1 millier de personnes sont assassinées chaque jour et un autre millier de jeunes Allemands s'habituent au meurtre. Lorsqu'il rentra chez lui, le traitement infligé aux Juifs le révulsa. Les Juifs de Berlin sont raflés. Comment peut-on être au courant et vaquer tranquillement à ses occupations ? Bien qu'il n'ait jamais été en faveur d'un assassinat d'Hitler, autant par conviction religieuse que par crainte de le voir devenir un martyr, il transmit des informations et offrit aux Britanniques d'aller aussi loin que possible pour soutenir leurs efforts. Mais son offre fut ignorée. Avec un grand nombre de personnes partageant ses idées, il créa un groupe politique et philosophique connu sous le nom de Cercle Kreisau, dont les sujets de discussion incluaient le traitement à réserver aux criminels de guerre après la chute du régime hitlérien, qu'il considérait comme inéluctable. Bien que par nature non activiste, son cercle resta en contact rapproché avec beaucoup de conspirateurs, et il dut finalement partager leur sort. Car la séparation entre activistes et non-activistes était parfois floue. Ulrich Graf von Schwerin, par exemple, avait un pied dans les deux camps. Cet aristocrate chrétien passionné, à la fois officier et propriétaire terrien, fit non seulement partie du cercle Kreisau, mais participa également à l'opération Valkyrie. Les frères von Stauffenberg étaient également membres du cercle. Et tandis que le massacre commençait sur le front, Hitler tendait à prouver qu'il menait une vie paisible et heureuse. Georg Elser, un sympathisant communiste du Württemberg qui avait travaillé durant un temps dans une usine de montres, avait également observé avec inquiétude l'entrée en guerre de l'Allemagne. Les raisons de son opposition au régime nazi et initialement son soutien au mouvement des travailleurs allaient ensuite se transformer en aversion pour le traitement infligé aux Juifs et à la crainte qu'Hitler plonge l'Allemagne dans un véritable enfer. Il planifia soigneusement sa tentative.
Le 8 novembre 1938, il se rendit à Munich pour participer à la commémoration du putsch raté d'Hitler de 1923, celui où il avait tenté de prendre par la force le contrôle de l'État lors d'un rassemblement politique au Burger Braukeller, la brasserie. Après avoir remarqué que les mesures de sécurité n'étaient pas adaptées, il revint l'année suivante et pendant un mois, restant caché pendant la nuit dans la brasserie, il parvint à creuser un pilier à côté des haut-parleurs de la tribune et à placer une bombe à l'intérieur. Malheureusement, Hitler descendit du podium plus tôt que prévu pour prendre le train pour Berlin. La bombe explosa après qu'il soit parti, tuant 8 personnes. Elser fut capturé et torturé par la Gestapo avant d'être envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Avant la guerre, l'Union soviétique avait tenté de trouver un accord de défense avec la France et l'Allemagne, mais ces efforts étaient restés vains. Craignant que les Alliés ne soutiennent pas la Russie si elle était attaquée par l'Allemagne, Staline signa le 23 août un pacte de non-agression d'une durée de 10 ans, mettant ainsi l'Allemagne à l'abri d'une attaque sur sa frontière orientale lorsqu'elle envahit la Pologne. Cet accord était renforcé d'un protocole secret qui répartissait l'Europe de l'Est en zones d'intérêt soviétique et allemand. Début octobre, l'annexion de la Pologne était terminée. La 4e armée avait été dirigée par Günther von Klug, un général qui se révéla un stratège hors pair lors de cette campagne, et plus tard dans les Ardennes, la campagne qui fit capituler la France. Un lieutenant de 32 ans, von Stauffenberg, nota avec une désapprobation tout aristocratique le mélange au sein de la population polonaise, mais se consola avec l'utilisation qui pouvait en être faite. Dans une lettre écrite à sa femme, il commentait « La population ici est un incroyable mélange de juifs et d'autres peuples qui n'obéissent qu'au fouet. Les milliers de prisonniers faits ici seraient très utiles à notre agriculture. » Mais en dépit de ses positions, il était loin d'éprouver de la sympathie pour le mouvement nazi. Il trouvait que la Kristallnacht, l'infamante nuit de cristal, avait déshonoré l'Allemagne. C'était cette nuit de novembre 1938, au cours de laquelle plus de 200 synagogues avaient brûlé, des dizaines de milliers de commerces juifs avaient été pillés et détruits, plus de 25 000 juifs déportés dans des camps de concentration. Remarqué par Georg lors du rassemblement de Munich, cela l'avait conforté dans la conviction qu'Hitler devait être tué. D'autres partageaient son opinion, dont l'oncle de von Stauffenberg, Nicolas Graf von Uexküll. Il avait invité von Stauffenberg à rejoindre la résistance, mais sa demande avait échoué. Mais avant même que l'invasion de la Pologne ne soit terminée, ce qu'il y vit le fit changer d'avis. Alors que les troupes britanniques étaient déployées sur le continent lors de la drôle de guerre, durant laquelle aucun camp n'attaquait l'autre, l'ancien maire de Leipzig, Goerdeler, approcha à nouveau Adler, le chef d'état-major des armées, pour lui demander de participer à un coup d'État. Cette fois, Adler refusa net. Le Führer avait joué et gagné. Il ne fit pas de rapport sur cette entrevue, craignant peut-être des représailles pour sa participation à la précédente conspiration. En 1940, Hitler lança avec succès des attaques sur le Danemark et la Norvège, dans le but de sécuriser les réserves de minerais de fer en Suède. En même temps, les Soviétiques envahirent les pays baltes, qu'ils occupèrent, puis déclarèrent la guerre à la Finlande et réussirent à obtenir des concessions. Ces victoires face à une apparente inertie engendrèrent rage et frustration en Grande-Bretagne, où Neville Chamberlain fut limogé et remplacé par Winston Churchill. Pour les comploteurs anti-Hitler en Allemagne, cela constituait certainement une bonne nouvelle, l'opposition de Churchill à Hitler depuis des années étant de notoriété publique.
Après la capitulation de la France en juin 1940, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie demandèrent à adhérer à l'Axe. Et en novembre de la même année, leur requête fut acceptée. Elles rejoignirent le Führer pour sa prochaine grande entreprise, l'invasion de la Russie, connue sous le nom d'Opération Barbarossa. Avec plus de 4 500 000 soldats qui devaient être massés près de la frontière française, Hitler était sur le point d'ouvrir un deuxième front. Cela semblait si fou que Staline refusa d'entendre les avertissements de son réseau d'espions. Il était convaincu que les Allemands achèveraient leur confrontation avec la Grande-Bretagne avant de s'intéresser à la Russie. Il ne doutait pas qu'une attaque surviendrait un jour, pas seulement parce que la philosophie fasciste était directement opposée au communisme, mais aussi parce que le chef suprême de l'Allemagne pensait que la Russie était peuplée de Slaves, une race d'esclaves à peine supérieure aux Juifs. L'opération Barbarossa envisageait de diviser les forces d'invasion allemandes en 3 groupements. Le groupement Nord, qui devait pénétrer les États baltes tenus par les Soviétiques et prendre Leningrad. Le groupement Sud, dont la mission était de foncer à travers l'Ukraine pour se saisir des champs pétrolifères du Caucase. Et le plus important, le groupement Centre, dont le rôle, sous l'autorité de von Bock, était d'avancer sur Smolensk et de prendre Moscou. Lorsque von Bock tomba malade en 1942, von Kluge lui succéda. Tous deux étaient consternés par le fait de devoir prendre Moscou avec une armée scindée en 3 et demandèrent en vain à Hitler que les forces soient combinées et lancées sur la capitale soviétique. Ils furent indignés d'apprendre que plutôt que de renforcer leur armée, le Führer avait décidé de retirer les Panzerdivisions du groupement Centre et de les envoyer à Leningrad au nord et en Ukraine au sud. Von Kluge commença à douter de la santé mentale d'Hitler. Leur seul appui serait les Waffen-SS, qui alliaient un grand courage et un engagement sans faille à une maîtrise inégalée dans l'élimination et la démoralisation des populations locales. Dans ces circonstances, von Kluge fut heureux de rencontrer un extraordinaire chef d'état-major, le colonel Henning von Tresckow. Le fait qu'il soit le neveu du commandant du groupement Centre, von Bock, ne pouvait que favoriser l'avancement de l'homme qui allait devenir le principal recruteur de l'opération Valkyrie et l'instigateur de nombreux complots. Le 22 juin 1941, plus de 4 millions de soldats de l'Axe entrèrent en action. Le groupement Centre, composé principalement des 2e et 3e Panzergruppen et des 4e et 9e armées, fit face à 4 corps d'armée soviétiques qui occupaient une vaste saillie s'étendant loin dans le territoire polonais. Alors que les Panzergruppen perçaient aux jonctions des corps d'armée, l'infanterie donna l'assaut sur la saillie, submergeant les troupes soviétiques. Une défaite cuisante fut infligée à l'armée rouge. Mais à présent, la Wehrmacht n'avançait plus, attendant les ordres de Berlin, ce qui donna le temps aux Russes de se regrouper. Une contre-attaque russe fut lancée le 6 juillet, mais fut prise en étau par les 2e et 3e Panzergruppen qui firent plus de 180 000 prisonniers. Malgré la raréfaction des ravitaillements, les généraux prenaient une marche sur Moscou. Mais Hitler envoya les panzers au nord et au sud. Avec la chute de Kiev au sud et plus de 300 000 prisonniers supplémentaires, l'avancée sur Moscou ne commença que le 2 octobre. Encore une fois, les Soviétiques réussissaient à trouver des renforts en nombre illimité, juste au moment où le temps commençait à se détériorer. Épuisé et privé de ravitaillement, von Kluge était embourbé comme le fut Napoléon avant lui.
Les premiers blizzards firent leur apparition lorsque le 4e Panzergruppe vint finalement en aide au groupement Centre, à moins de 24 km de Moscou. Les engelures et les maladies diminuaient leur efficacité et le 6 décembre, l'armée rouge contre-attaqua, reprenant aux Allemands plus de 300 des kilomètres qu'ils avaient si durement gagnés. Il fut difficile de semer les germes du mécontentement dans l'esprit des officiers supérieurs, alors que des victoires spectaculaires venaient d'être remportées pendant l'été. Malgré tout, von Tresckow ne perdait pas espoir. Et ses convictions furent rejointes par celles de l'aide de camp de von Bloch, Heinrich Graf von Lendorf, qui avait été témoin de massacres de juifs lorsqu'il servait en Biélorussie. En dépit du fait qu'il semblait n'avoir aucune influence sur son oncle, von Bock, qui refusait de tolérer la moindre attaque contre son chef, von Tresckow et son jeune confédéré avaient déjà prévu de kidnapper Hitler lorsqu'il viendrait visiter le groupement Centre à la mi-août. Quoi qu'il en soit, en raison des précautions avec lesquelles toutes les mesures de sécurité étaient maintenant prises, la voiture qu'ils avaient l'intention d'utiliser pour le conduire sur le front fut écartée au profit d'une autre provenant de son parc personnel. Dans le même temps, les conspirateurs à Berlin recentraient leurs espoirs sur le maréchal Erwin von Witzleben, le commandant en chef ouest, dont le quartier général se trouvait à Paris. Ayant participé à l'origine à un plan tiré par les cheveux, visant seulement à convaincre les officiers supérieurs de ne pas exécuter les ordres émanant d'Hitler, il les persuada finalement que ce dernier devait être capturé et renversé. Un plan était prévu pour l'été suivant, au moment de la réactivation de la campagne de Russie. Mais il dut auparavant se rendre à l'hôpital pour une opération des hémorroïdes, et Hitler décida de lui retirer son commandement pendant son hospitalisation. Von Stauffenberg avait été rattaché au haut commandement de la Wehrmacht, loin du front, mais néanmoins à l'intérieur du territoire soviétique. L'une de ses tâches consistait à tenter de recruter de soi-disant volontaires issus des unités de l'armée rouge capturées au combat. Et il eut fréquemment l'occasion de voir comment non seulement les SS, mais aussi la Wehrmacht traitaient les prisonniers russes. On estime que près d'1 million furent abattus de sang-froid. 2 800 000 autres moururent en 8 mois, en 1941 et 1942. Ils n'étaient pas prisonniers de guerre dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire membres des forces armées. Tous les hommes âgés de 15 à 65 ans étaient capturés. Après avoir marché des centaines de kilomètres pour rejoindre les camps, les conditions de vie quand ils arrivaient étaient atroces. Les camps étaient de simples clôtures de barbelés, il n'y avait pas de baraquement, et ils survivaient comme ils pouvaient, sans abri et avec trop peu à manger dans le froid de l'hiver russe. Le froid faisait un travail encore plus efficace que les chambres à gaz dans les camps de la mort, chose qui avait d'ailleurs été prévue par les planificateurs militaires. À cela s'ajoutaient les exécutions disciplinaires. Mais la majorité des prisonniers mouraient de faim. Göring plaisantait. Dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques, après avoir mangé tout ce qu'ils pouvaient jusqu'à la semelle de leurs bottes, ils commencèrent à se manger entre eux. Et ce qui est plus grave, ils mangèrent même une sentinelle allemande. Ce fut dans ces conditions que von Stauffenberg rencontra le général von Tresckow ainsi qu'une autre recrue, Fabian von Schlabrendorf, et fut rapidement acquis à leur cause, à savoir l'assassinat du chef suprême du Reich. Comme beaucoup de conspirateurs, Schlabrendorf, aide de camp de von Tresckow, avait suivi une formation d'avocat. Il avait participé à plus d'une tentative et agissait comme agent de liaison entre von Tresckow et Berlin, notamment avec Beck et Goerdeler. Stauffenberg devait rester en Russie pour la bataille de Stalingrad, la plus sanglante bataille de l'histoire du monde. Cette ville, à 200 km au sud-ouest de Moscou, qui allait voir les plans du Reich pour la domination de l'Europe, subir l'un de leurs plus gros revers. Elle dura d'août 1942 à février 1943.
plus de 51 000 Russes avaient été enrôlés dans les forces de l'Axe par Stauffenberg et ses collègues pour cette bataille. Les pertes furent gigantesques, avec plus d'1 200 000 hommes pour les soviétiques et 850 000 pour les troupes de l'Axe. Mais Stalingrad avait tenu. Des 91 000 Allemands faits prisonniers, seulement 5 000 revirent un jour l'Allemagne. En février 1943, Stauffenberg demanda à reprendre du service actif et obtint le poste d'officier des opérations à la 10e Panzer Division à Tunis. À propos de la présence allemande en Afrique du Nord, l'historien William A. Murray écrivit « La décision de renforcer l'Afrique du Nord fut l'une des plus grosses erreurs d'Hitler. Certes, cela ferma les eaux méditerranéennes pour 6 mois, avec un impact négatif sur le ravitaillement allié, mais cela mit les troupes allemandes dans une situation intenable, d'où il n'y avait, comme à Stalingrad, aucune retraite possible. » La campagne dura de novembre 1942 à mai 1943 et s'acheva par une défaite totale et la reddition des forces de l'Axe, avec 275 000 hommes faits prisonniers. Von Stauffenberg ne fut pas présent pour témoigner de ce triste jour de l'armée allemande. Le 7 avril, sa voiture sauta sur une mine. Il perdit son œil gauche, sa main droite et 2 doigts de sa main gauche, en plus de quelques autres blessures moins graves. Il fut rapatrié à Munich. On craignait qu'il ne perde totalement la vue. À la mi-été, à l'aide de ses 3 doigts restants, il écrivit au général Olbricht qu'il espérait pouvoir reprendre le service actif dans les 3 mois. Il avait dit à sa femme, Nina, « Je sens que je dois faire quelque chose pour sauver l'Allemagne. » C'était le général Olbricht qui avait mis au point l'opération Valkyrie, avec l'idée de créer un plan, officiellement pour faire face aux désordres civils, mais surtout qui pourrait être mis en œuvre lorsqu'Hitler serait assassiné. Son dégoût de l'extrême droite le ramenait au jour du putsch de la brasserie, auquel il s'était résolument opposé, contrairement à beaucoup de ses collègues. Ses craintes concernant les nazis s'intensifièrent après la nuit des longs couteaux, où il les contrecarra activement en confiant à certaines de leurs cibles des tâches politico-militaires sous la protection de la Wehrmacht. Il était le chef du bureau général des armées et secondait Friedrich Fromm, l'officier que les comploteurs n'avaient pas mis dans la confidence, mais sur lequel il se reposerait pour mettre en œuvre l'opération Valkyrie le moment venu. Lui et von Tresckow nourrissaient d'autres desseins, connu sous le nom de code Opération Flash. En février 1943, alors que von Stauffenberg partait pour la Tunisie, Olbricht décida que le temps était venu de tester l'opération Flash. Il ne pouvait pas se servir de bombes allemandes, dont le détonateur faisait un léger sifflement. Ils gardèrent donc une bombe anglaise que la RAF avait larguée pour des saboteurs. Après un certain nombre de faux départs, il fut finalement convenu que le Führer visiterait le quartier général du groupement Centre à Smolensk le 13 mars 1943. À la dernière minute, von Tresckow suggéra à son chef, von Klug, d'utiliser une unité de cavalerie pour éliminer Hitler et son escorte à leur arrivée. Le commandant de la cavalerie, le lieutenant-colonel Boeselager, n'y était pas opposé, mais von Klug continuait d'hésiter. Les comploteurs se rabattirent alors sur l'opération Flash. La décision fut prise de placer une bombe dans l'avion du Führer et de la faire exploser sur le vol de retour, ce qui apparaîtrait comme un accident tout à fait crédible. Les conspirateurs continuaient en fait de craindre que l'élimination d'Hitler ne débouche sur une guerre civile, autant avec les troupes loyalistes qui prendraient à partie les troupes rebelles, qu'avec la Wehrmacht, affrontant les SS. En dépit de cette crainte, il avait été un moment envisagé de l'assassiner aux messes des officiers, mais cette idée avait été abandonnée en raison du trop grand nombre de généraux amis qui auraient péri avec lui.
On confia à Schlabrendorff la tâche de faire rentrer subrepticement dans l'avion du Führer des bombes dans un paquet censé contenir 2 bouteilles de brandy. Il les remit au colonel Heinz Brandt, un homme qui allait jouer un rôle crucial dans l'opération Valkyrie. On lui avait dit que le paquet venait de von Tresckow, qui expliqua que c'était un cadeau pour son ami, le général Helmut Stief. C'était un autre sympathisant du mouvement anti-hitlérien. Lui aussi avait été dégoûté de ce qu'il avait vu en Pologne, mais manquait de courage dans ses convictions. Bien qu'il se fût porté un jour personnellement volontaire pour assassiner Hitler, il cessa plus tard tout activisme. Juste avant de remettre le paquet à Brandt, alors qu'il embarquait dans l'avion, Schlabrendorff pressa un petit bouton qui devait briser une fiole d'acide corrosif, supposé ronger un câble, retenant un ressort qui, une fois libéré, devait mettre à feu le détonateur. L'excitation des comploteurs se transforma en déception quand un message radio annonça non pas le crash de l'avion d'Hitler, mais son arrivée effective au repère du Loup à Rastenburg, en Prusse orientale. Non seulement il avait survécu à un autre complot, mais Brandt se promenait avec un paquet qui risquait d'être découvert comme étant une bombe. Von Tresckow prit rapidement son téléphone pour avertir Brandt que de mauvaises bouteilles avaient été envoyées. Le présent aurait dû contenir des spiritueux d'une bien meilleure qualité. Schlabrendorff s'envola le lendemain pour le quartier général d'Hitler, où il échangea la bombe contre 2 vraies bouteilles de brandy. En inspectant plus tard la bombe, il fut établi que le ressort avait bien percuté le détonateur, mais que ce dernier avait subi une défaillance à l'allumage. Hitler devait la vie à l'air plus froid de la carlingue de l'avion. Une seconde tentative devait être lancée 8 jours plus tard, le 21 mars, cette fois sous la forme d'une mission suicide par le chef du renseignement du groupement Centre, le colonel Freier von Gersdorff. Hitler devait participer aux cérémonies de la journée des héros au Zeughaus à Berlin. Encore une fois, le froid allait jouer un rôle. Bien que les bombes fournies par von Tresckow eussent des détonateurs à 10 minutes de retardement, dans le froid du patio, elles risquaient de mettre 2 fois plus de temps à exploser. Le colonel devait pouvoir s'approcher suffisamment d'Hitler sans attirer l'attention pour être sûr de réussir. Mais Hitler ne resta que 8 minutes. Sa tactique, consistant à écourter ses apparitions, paya une nouvelle fois. L'arrestation d'un agent de l'Abwehr à l'automne 1942 alerta Himmler sur la duplicité d'un certain nombre de personnels clés du service de renseignement militaire. Et le 5 avril, le second de l'amiral Canaris, le colonel Hans Oster, fut assigné à résidence. Il fit également arrêter le pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer, lui qui avait protesté contre le traitement infligé aux Juifs et avait fourni des fonds à des réseaux clandestins aidant les Juifs à s'échapper. Il avait des contacts rapprochés avec l'Abwehr, qui lui avait fourni les faux documents nécessaires pour remplir ses missions. Himmler avait son propre plan pour dissoudre l'Abwehr, et il y réussit en février 1944. Son rôle sera repris par le RHSA, l'Office de sécurité centrale, qui travaillait pour ses SS, tandis que l'Abwehr servait la Wehrmacht. Ministre de l'Intérieur et chef des SS, Himmler en savait probablement plus sur les conspirations contre Hitler qu'il ne voulait bien le montrer, et était prêt à profiter des événements dans son propre intérêt. Il fut contacté à l'été 1943 par Johannes von Popitz, ministre prussien des Finances, et membre du groupe de l'ancien maire de Leipzig, l'un des leaders de la conspiration berlinoise. Il approcha Himmler avec l'intention de le convaincre de rejoindre un groupe qui renverserait le Führer et négocierait la paix avec les puissances occidentales. Bien qu'Himmler ait refusé la proposition, il ne mentionna pas la rencontre secrète qui venait d'avoir lieu.
Plus encore, en juin 1944, il fit savoir à l'amiral Canaris, alors en disgrâce, qu'il était au courant d'une conspiration en mentionnant en particulier les noms de Beck et Goerdeler. Était-ce une menace ou un avertissement? Cela reste flou, mais on peut présumer qu'il savait que l'amiral transmettrait l'information. Début 1943, le général Stieff, qui avait été le destinataire supposé des bouteilles de brandy explosives, et qu'Himmler avait surnommé le petit lutin empoisonné, avait prévu de placer une bombe au sein du quartier général d'Hitler, mais décida finalement d'annuler son plan. Son stock secret de bombes explosa à l'intérieur de l'enceinte du quartier général, et ce fut uniquement parce que l'officier de l'Abwehr qui mena l'enquête faisait lui-même partie de la conspiration que les membres du complot ne furent pas découverts. En novembre, le capitaine d'infanterie Axel von Dembusch devait réaliser le modèle d'un nouveau pardessus militaire conçu par Hitler et que ce dernier devait approuver. Cette fois, la bombe devait exploser alors que le Führer essaierait son œuvre. Busch devait alors le ceinturer et le tenir jusqu'à ce que la bombe explose. 2 jours avant la date prévue, un bombardement allié détruisit le stock des prototypes. Peu après, Busch fut sérieusement blessé et fut remplacé par Heinrich von Kleist, le fils de l'un des plus anciens conspirateurs. Une nouvelle inspection fut programmée pour le 11 février 1944, mais Hitler ne vint pas. Un autre essai allait être tenté le 26 décembre 1943 à Wolstanze. Un jeune officier fut envoyé par le général Olbricht, l'initiateur de l'opération Valkyrie, pour faire un rapport au commandant suprême sur les changements dans l'armée. La réunion fut annulée. Dans la valise du visiteur, parmi ses feuilles de notes, fut placée une bombe. Il s'était entraîné à déclencher la bombe avec 3 doigts et une paire de pinces. Ce jeune officier n'était autre que von Stauffenberg. À Blenderstrasse, le dynamisme que Stauffenberg apporta à la résistance berlinoise fut quelque peu atténué par le fait que le plus ancien des officiers impliqués dans leur plan, le général Beck, se remettait d'une sérieuse opération due à un cancer, et que von Witzleben, également sous traitement médical, avait été relevé de son commandement. Les espoirs des conspirateurs étaient maintenant focalisés sur un homme dont la valeur militaire inspirait le respect non seulement de la Wehrmacht, mais des armées du monde entier. En janvier 1944, juste après la première tentative de von Stauffenberg, Rommel était devenu le chef du groupe B sur le front de l'Ouest, l'armée qui devait attendre et repousser le débarquement allié. Forcé de se retirer d'Afrique du Nord, Rommel avait été affecté en France, où il allait être mis en contact avec 2 vieux camarades qui l'intégreraient au cercle des conspirateurs. Le premier était Alexander von Falkenhausen, gouverneur militaire de Belgique, qui fut arrêté après la guerre et condamné à 12 ans de travaux forcés pour crimes de guerre. Durant son temps de commandement, 28 900 juifs et 43 000 non-juifs avaient été déportés dans les camps allemands. Sa condamnation fut annulée 3 semaines plus tard grâce à des témoins, dont le héros belge d'origine chinoise, Tian Zuling, qui témoignèrent qu'il avait sauvé la vie de beaucoup d'autres. En fait, il avait été appelé à Berlin pour expliquer son comportement. Karl Goerdeler et le maréchal von Witzleben étaient ses amis et il partageait avec eux la haine du national-socialisme. Le second était Karl von Stülpnagel, le gouverneur militaire de la France. Militant d'extrême droite durant les premières années hitlériennes, il fut impliqué dans le premier complot contre Hitler lors de la crise tchécoslovaque. Il avait fait ses preuves comme excellent tacticien lors de l'opération Barbarossa,
où sa 17e armée remporta 2 batailles majeures. Mais ceci et la promotion qui avait suivi n'avaient pas entamé son opposition résolue à la direction que prenait l'Allemagne. L'intermédiaire entre ces hommes et Rommel fut un vieil ami de ce dernier, le docteur Karl Strölin. Lui et Goerdeler eurent la témérité d'adresser une lettre au ministère de l'Intérieur d'Himmler en août 1943, dans laquelle il lui demandait de cesser la persécution des Juifs et des églises chrétiennes, de restaurer les droits civiques et un système judiciaire indépendant du parti nazi, des SS et de la Gestapo. Rommel était convaincu et dit à Strölin « Il est de mon devoir de venir au secours de l'Allemagne ». Il fut l'un de ceux qui craignaient de sanctifier Hitler en l'assassinant et qui voulaient l'amener devant un tribunal où il serait jugé pour crimes contre l'humanité, dont le peuple allemand lui-même. Comme nous l'avons vu, tous les conspirateurs n'approuvaient pas ces méthodes. Von Rundstedt, l'officier supérieur de Rommel et commandant des forces de l'Ouest, fut alerté personnellement par Rommel de ses intentions et lui exprima alors sa sympathie. Mais lorsqu'il lui proposa de les rejoindre, il lui répondit « Vous êtes jeune, vous connaissez et vous aimez le peuple, vous le ferez. » Goerdeler fit un grand nombre de tentatives pour approcher les Alliés, recherchant leur soutien pour un nouveau gouvernement allemand. Mais la réponse concernant les conditions des Alliés restait invariablement la même, la reddition pure et simple. Du côté de l'Est, certains espéraient une réponse plus positive de la Russie, mais de tels espoirs durent être abandonnés lorsqu'il devint clair que les Russes s'en tiendraient également au terme de la conférence de Casablanca, une reddition inconditionnelle. Ils étaient donc seuls. En janvier 1944, le mois où Rommel fut appelé en France, le cercle Kreisau de von Moltke, qui s'était consacré aux discussions de sujets tels que le système judiciaire post-nazi, fut démantelé et ses principaux membres arrêtés. Von Moltke dit à sa femme d'aller se cacher sans lui dire où elle se trouverait, de façon à ce qu'il ne puisse révéler sa cachette, même sous la torture. À ce moment, l'opération Valkyrie entrait dans sa phase finale. Stauffenberg insistait pour que le timing soit parfait. La police de Berlin soutenait l'opération car son chef, von Helldorf, était lui-même l'un des conspirateurs. À ce moment-là, il y avait à Berlin de nombreux personnels des SS et de la Luftwaffe, en bien plus grand nombre que ceux de la Wehrmacht. Même une fois Hitler mort, il fallait s'attendre à ce que ses troupes résistent et s'opposent à toute tentative de renverser le régime. Dans les 2 premières heures, le quartier général des communications nationales, le central téléphonique et le télégraphe, la chancellerie, les ministères et le quartier général de la Gestapo devaient tous être sécurisés. Le repère du loup devait également être coupé de tout contact avec le monde extérieur. Tout devait être terminé avant que l'annonce de l'opération Valkyrie soit lancée sur les ondes par von Witzleben, le nouveau commandant en chef de la Wehrmacht, Beck, le nouveau chef de l'État, et Goerdeler, le nouveau chancelier. Les Alliés débarquèrent sur les plages le 6 juin 1944, alors que Stauffenberg ne s'attendait pas à une tentative pour cet été. À cause du mauvais temps, la Luftwaffe avait été incapable d'exécuter ses missions de reconnaissance habituelles, et Rommel avait fait un rapport disant que le débarquement n'était pas imminent.
Seul Hitler avait pensé que la Normandie pouvait être le point central d'une invasion, mais pour une fois, il n'avait pas imposé ses opinions. Le gros de l'armée allemande se trouvait dans le nord de la France, au-dessus de la Seine. Rommel était rentré en Allemagne, mais fit demi-tour en apprenant la nouvelle. Hitler avait demandé à ne pas être dérangé, et lorsqu'il se réveilla finalement, ordonna simplement que tout soit remis en ordre avant la nuit. Le chef de guerre réussit à rencontrer Rommel et son commandant, von Rundstedt, en France le 29 juin. Les deux lui demandant de faire la paix avant que l'armée ne soit réduite à néant. Cela ne servit à rien. Hitler en était arrivé à la conclusion que le débarquement était un simple feu de braise. La guerre serait gagnée grâce à une nouvelle arme miraculeuse, le V1. Lorsqu'il devint clair que le débarquement de Normandie était un succès, Goerdeler et Beck commencèrent à se demander si leur complot, même en cas de succès, servirait encore à quelque chose. Pour von Tresckow, l'araignée qui avait tissé sa toile pour capturer le Führer, cet assassinat devenait plus symbolique que concrètement utile. Une tentative devait être faite pour purifier l'âme de l'Allemagne. L'assassinat doit être tenté à tout prix. Même s'il ne devait pas réussir, une tentative pour prendre le pouvoir à Berlin doit être exécutée. Ce qui importe maintenant n'est plus l'aspect pratique. Il s'agit de montrer au monde et à l'histoire que les gens de la résistance auront eu le courage de passer à l'acte. Comparé à cet objectif, rien n'est important. Avec ce soutien de von Tresckow, Stauffenberg retourna voir Hitler le 11 juillet avec sa valise piégée. La nuit précédente, les conspirateurs avaient décidé de tuer également Himmler et Göring. Mais Himmler ne vint pas. Et lorsque Stauffenberg téléphona à Olbricht pour annoncer qu'il pouvait encore tuer Hitler et Göring, il lui fut ordonné d'attendre afin de pouvoir assassiner les trois. À son retour, la nuit qui suivit, il rencontra Olbricht et Beck pour les presser de passer à l'action la fois suivante, qu'Himmler et Göring soient présents ou non. Ils approuvèrent. Le 15 juillet, Stauffenberg retourna au repère du loup, et les conspirateurs étaient si certains de leur réussite qu'ils décidèrent de lancer l'opération Valkyrie 2 heures avant le rendez-vous avec Hitler. De retour à Berlin à 11 heures, le général Olbricht donna les ordres de Valkyrie 1 et les troupes se mirent en marche pour occuper le centre de Wilhelmstrasse. Von Stauffenberg arriva à la salle de conférence, fit son rapport et se retira pour informer Olbricht que tout était en ordre et qu'il allait retourner en réunion et armer la bombe. Revenu en salle de réunion, il s'aperçut qu'Hitler avait coupé court et quitté les lieux. Il avertit Olbricht de ce nouvel échec, revint à Berlin où Goerdeler argumentait à nouveau en faveur de la solution occidentale, une paix avec l'Ouest, laissant les forces de l'Axe continuer leur lutte contre les Soviétiques. Beck ne voulait pas en entendre parler. Il ne croyait pas qu'une paix séparée puisse être négociée. Mais comme Olbricht, il pensait que le complot contre Hitler devait être mené à bien, ne serait-ce que pour sauver l'honneur de l'Allemagne. Olbricht avait tout juste réussi à sauver sa peau, persuadant Keitel, le chef des forces armées, et Fromm, son propre supérieur, que l'ordre donné aux troupes n'avait été qu'un simple exercice. Le même jour, ils apprirent que le général von Falkenhausen avait été relevé de son poste de gouverneur militaire de la Belgique et du nord de la France. 2 jours plus tard, le véhicule de commandement de Rommel fut touché par un chasseur en rase-motte et on pensa qu'il n'avait pas survécu. Les conspirateurs avaient perdu ce qu'ils décrivirent comme un pilier de leur puissance. Le jour suivant, Goerdeler entendit qu'Himmler avait donné l'ordre de l'arrêter.
Le soir du 19 juillet, Stauffenberg travaillait sur son rapport à la Bendlerstraße, ayant été appelé pour briefer Hitler sur les dernières informations concernant les remplacements sur le front de l'Est. Avec une bombe fournie par le général Stieff, qui avait adapté l'une des bombes de la RAF la veille, pour être certain qu'elle exploserait bien au bout de 10 minutes, Stauffenberg prit la route une dernière fois pour le repère du Loup, le 20 juillet. Après le petit déjeuner, il retrouva le chef des transmissions de l'OKW comme prévu. Le général Feldgiebel devait isoler le quartier général du Führer en coupant toutes les communications radio, téléphoniques et télégraphiques. Le général Keitel, patron de l'OKW, l'informa alors que le rendez-vous avait été avancé à 12h30. Comme il était déjà midi, il ne lui restait que peu de temps pour se préparer. Dans l'antichambre, Stauffenberg brisa la capsule contenant l'acide. La bombe était armée. À cause de ses difficultés à manipuler les pinces, cela lui prit plus de temps que prévu, et lorsqu'il rejoint Keitel, celui-ci était furieux. Ils étaient en retard. Lorsqu'ils entrèrent dans le bâtiment, il expliqua au sergent chargé des téléphones qu'il attendait un appel urgent, en s'assurant bien que Keitel entendait sa demande. Une fois dans la pièce, il nota que les fenêtres étaient ouvertes, ce qui allait réduire l'effet de souffle. Imperturbable, il s'assura que la bombe serait juste à côté d'Hitler, qui était assis au centre de la table de réunion. Un meuble inhabituel qui était soutenu par 2 gros blocs plutôt que par 4 pieds. Il y avait en tout 23 officiers présents pendant qu'Hitler étudiait la carte étalée devant lui. L'un d'entre eux était le colonel Heinz Brandt, l'officier qui avait, sans le savoir, transporté la bombe cachée dans 2 bouteilles de brandy. Il ne prêta guère attention lorsque le nouvel arrivant posa l'attaché-caisse à quelques centimètres du chef suprême. Puis, Stauffenberg quitta la pièce, avec le faux coup de téléphone comme excuse, sans que personne ne le remarque. C'est peu après que le colonel Brandt eut un geste qui changea l'histoire. Il voulut mieux voir la carte et son pied heurta la mallette. Il la prit et la posa de l'autre côté du large support de la table en bois. Cela allait avoir pour conséquence d'atténuer l'effet de la bombe. Mais lui n'allait pas être épargné. Hitler arrivait à la fin de sa réunion lorsque Keitel remarqua que Stauffenberg n'était pas revenu. Il se précipita hors de la salle et à 12h42, la bombe explosa. Stauffenberg vit le bâtiment en flammes avec les corps projetés en l'air et fut persuadé que personne n'avait survécu. Avec sang-froid, il se fraya un chemin à travers les 3 postes de contrôle successifs, laissant le soin à son aide de camp et co-conspirateur, le lieutenant Haeften, de démonter la 2e bombe et d'en jeter les pièces dans les broussailles, pendant qu'il roulait à toute vitesse en direction de l'aéroport. Son avion n'avait pas de radio, mais lorsqu'il appela Olbricht à l'atterrissage, il fut abasourdi. Sur la Bendlerstraße, les ordres de Valkyrie avaient été retirés du coffre d'Olbricht, mais ni le général Beck ni von Witzleben n'étaient arrivés pour en prendre connaissance. Olbricht lui-même n'avait peut-être pas oublié le fiasco qui était arrivé la dernière fois qu'il les avait lus. En conséquence de quoi, aucun des plans prévus pour sécuriser Berlin n'avait été mis en œuvre. Quand Stauffenberg arriva, Olbricht redoubla d'activité. Il donnait des ordres dont certains signés par le général Fromm à son insu. Convoqué par ce dernier, et afin de convaincre Fromm de s'engager, il lui demanda d'appeler le repère du Loup, espérant recevoir la confirmation de la mort d'Hitler. Il fut très surpris d'être aussitôt mis en relation avec Keitel, le chef des armées, qui était censé avoir péri dans l'explosion. Mais le pire était à venir. Hitler avait survécu.
4 officiers avaient été tués, dont le colonel Brandt, et 5 blessés. Mais Hitler était en si bonne santé, à quelques blessures mineures près, qu'il déclara à Mussolini, venu le voir dans l'heure suivant l'explosion, qu'il est évident que rien ne peut m'arriver. Il ne fait aucun doute que mon destin est de continuer dans cette voie et de mener mes tâches à bien. Ce qui est arrivé aujourd'hui en est le point d'orgue. S'éclipsant discrètement, Olbricht se réunit avec Stauffenberg et Beck. Stauffenberg était sûr que Keitel bluffait. Mais dans l'hypothèse où ce ne fut pas le cas, il tomba d'accord avec le chef d'état-major. Le complot devait se poursuivre. En conséquence de quoi, Stauffenberg téléphona au quartier général de von Stülpnagel, à Paris. Toujours décidé et énergique, le général passa à l'action. Le soir même, les 1200 SS et leurs officiers présents dans la capitale française étaient écroués. Olbricht revint ensuite avec Stauffenberg au bureau de Fromm, où ils tentèrent une dernière fois de convaincre le chef de la réserve qu'Hitler était mort. Le général semblait peser le pour et le contre, et Olbricht finit par lui dire que, quelle que soit la vérité, il était trop tard pour tergiverser. L'opération Valkyrie avait bel et bien été lancée. C'est de l'insubordination, tonna le général, qui demanda à ce que l'officier qui avait donné l'ordre, le colonel von Kirnheim, lui fût amené. Tentant d'augmenter la pression sur Fromm, Stauffenberg lui révéla que c'est lui-même qui avait placé la bombe et qu'il avait vu de ses yeux l'explosion. Fromm lui répondit alors que la tentative avait échoué et que Stauffenberg devait se tirer une balle dans la tête, séance tenante. Lorsque Stauffenberg refusa, il menaça de mettre tous les officiers en état d'arrestation. Olbricht répondit « Vous vous trompez, c'est nous qui vous mettons en état d'arrestation. » À la fin de la journée, les conspirateurs avaient pris le contrôle de Blenderstrasse, mais de rien d'autre à Berlin. Et les Panzers n'étaient pas arrivés. Le général Hoppner, brillant chef de la Panzerwaffe, qui avait été renvoyé par Hitler, était parmi les conspirateurs. Et il était à présent à Blenderstrasse ce jour-là, mais ses demandes semblaient ne pas avoir été prises en compte. C'est à peine croyable, mais c'est à un officier relativement jeune, le major Reimer, qu'avait été confiée la tâche d'arrêter au ministère de la Propagande l'une des plus importantes figures du Troisième Reich, Joseph Goebbels. Reimer ne faisait pas partie du complot, mais il était prêt à remplir sa mission, trompé par l'annonce de la mort d'Hitler. Goebbels lui demanda alors s'il pouvait reconnaître la voix du Führer, et la réponse étant affirmative, il lui offrit d'entrer en contact avec lui par téléphone. Hitler lui ordonna d'écraser l'insurrection et de n'obéir qu'aux ordres de Goebbels et d'Himmler. Reimer retira par conséquent ses troupes de la Wilhelmstrasse et décida d'occuper la commandanture à Unterlinden, envoyant des pelotons pour intercepter les autres patrouilles qui parcouraient la ville. À 6h30 du matin, il fut annoncé qu'un attentat pour assassiner Hitler avait échoué. La nouvelle fut transmise à travers toute l'Europe. À Prague et à Vienne, les généraux qui se préparaient à arrêter les SS et la Gestapo commencèrent à hésiter. À 8h20, Himmler annonça que Keitel avait été nommé chef de l'armée de remplacement et que seuls ses ordres devaient être suivis. L'échec de la prise des chaînes de radio eut des conséquences désastreuses. Lorsque Witzleben finit par arriver, il passa à Beck et à Stauffenberg un savon pour leur échec sur toute l'affaire, bien qu'il n'ait pas lui-même pris la peine d'être présent pour superviser les opérations. Il partit très en colère. À 21h, il fut annoncé que le général von Hase, qui avait ordonné au major Reimer, maintenant promu colonel, d'arrêter Goebbels, avait lui-même été arrêté.
Puis vers 10h30, un groupe d'officiers armés servant sous les ordres d'Olbricht, qui était devenu de plus en plus suspicieux à propos de ce qui se passait sur la Bendelorstrasse, entrèrent pour demander des explications à leur officier supérieur. Un grand nombre de coups de feu furent tirés et Stauffenberg fut touché au bras avant que les conspirateurs ne soient maîtrisés. Ils furent conduits dans le bureau de Fromm, où ils retrouvèrent celui qui avait été leur prisonnier, et ce dernier leur ordonna de rendre leurs armes. Beck demanda à être dispensé de cet ordre, en tant qu'ancien supérieur de Fromm. Comprenant sa requête, celui-ci lui dit simplement de s'assurer que son revolver était bien pointé sur lui-même. C'est ce qu'il fit, et il appuya sur la détente, mais la balle ne fit qu'effleurer sa tête. Il demanda alors à effectuer une seconde tentative, qui échoua elle aussi. Fromm ordonna à un officier « Aidez ce vieil homme ». Il fut alors traîné hors de la pièce et on lui tira une balle dans la nuque. Höppner, lui, déclina l'offre de suicide. Fromm se tourna vers Stauffenberg, son aide de camp à Eften, Olbricht et Metz, un colonel de l'état-major général. « Eh bien, messieurs, êtes-vous prêts ?» demanda-t-il. Les 4 officiers furent conduits dans la cour et abattus instantanément à la lueur des phares d'une voiture de commandement. Le rôle exact de Fromm dans cette affaire reste flou. On ne sait toujours pas s'il a simplement voulu préserver l'honneur de l'armée par une action si rapide ou s'il espérait plutôt couvrir ses arrières. Si c'était la seconde hypothèse, il se trompait. À 1h du matin, le Führer fit un discours retransmis à la nation, annonçant qu'il s'agissait d'un crime sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne. Il déclara qu'il allait en finir avec les usurpateurs, un gang de criminels qui seront éliminés sans merci, et que nous traiterons de la manière à laquelle nous, national-socialistes, sommes habitués. Il dit très clairement ce qu'il voulait. Pas de tribunaux militaires pour eux. Nous les traînerons devant la cour populaire. Pas de longs discours pour eux. La cour agira à la vitesse de l'éclair, et 2 heures après que la sentence ait été décidée, elle sera exécutée, par pendaison, sans pitié. La cour populaire avait été établie en dehors de tout cadre légal, et avait compétence pour un grand nombre de soi-disant crimes politiques qui pouvaient inclure les grèves, le commerce illégal et le défaitisme. Elle était présidée par Roland Freisler, qui servait à la fois de procureur, de juge et de jury. Lors de la Grande Guerre, il avait été enfermé dans un camp de prisonniers de guerre en Russie, et de nombreux nazis pensaient qu'il était alors devenu un bolchevique. Ce stigmate devait lui rester et l'empêcher d'atteindre des postes plus élevés, malgré ses ferventes convictions nazies et ses jugements sans pitié. Lorsque von Fitzleben apparut devant lui, sale et pas rasé, sans ses fausses dents ni une ceinture pour son pantalon, son juge lui hurla « Et toi, sale vieillard, pourquoi tripotes-tu ton pantalon ?» Von Witzleben devait être l'un des 8 premiers à être jugés devant la cour populaire. Comparaissait avec lui von Hase, qui avait donné l'ordre d'arrêter Himmler, Stief, qui avait été le destinataire de la bombe avec les bouteilles de brandy, et le général Höppner, le chef des Panzers. Avec eux se trouvaient 4 jeunes officiers subalternes qui avaient travaillé avec Stauffenberg, dont l'un de ses cousins, Jörg von Wartenburg. Le 8 août, ils furent pendus comme du bétail, comme Hitler l'avait ordonné. À la prison de Plötzensee, où tant de résistants allemands furent exécutés, ils furent isolés pour un châtiment exemplaire. Être pendus à une corde de piano attachée à un crochet de boucher. La scène fut filmée pour le bon plaisir d'Hitler. Le général Fromm fut arrêté par Himmler, qui était devenu le nouveau chef de l'armée de remplacement. Il fut jugé devant la cour populaire pour lâcheté. Peut-être du fait de l'ambiguïté de son implication dans le complot, il évita la pendaison et fut fusillé par un peloton d'exécution.
Goerdeler avait pris la fuite avant le 20 juillet, ayant été averti que la Gestapo avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Hitler mit sa tête à prix pour 1 million de marks et il fut repéré par une connaissance féminine qui avait rejoint la Luftwaffe. Il fut arrêté et bien que jugé par la Cour populaire en septembre, il ne fut exécuté qu'en février suivant, de même que von Popitz, le ministre prussien des Finances. On pense que tous deux ont été épargnés durant quelque temps par Himmler, qui espérait s'en servir dans les négociations avec les Alliés. Lorsqu'il devint clair que de telles transactions n'auraient pas lieu, leur sort fut scellé. Sur le front de l'Est, le major général Henning von Tresckow se tourna vers son aide de camp Schlabrendorf et lui dit « Nous avons fait ce qu'il fallait. Hitler n'est pas seulement l'ennemi de l'Allemagne, mais aussi du monde entier. » Il ajouta que dans quelques heures il se tiendrait devant Dieu et qu'il pourrait répondre de lui-même en toute conscience. Ce matin du 21 juillet, il prit la route pour une destination sans retour, dégoupilla une grenade à main et se fit sauter la tête. Stülpnagel, qui avait ordonné la détention des SS à Paris, échoua dans sa tentative de convaincre le maréchal von Kluge de le soutenir. En regrettant l'échec du complot dont il niait avoir eu connaissance, il conseilla à Stülpnagel de se changer en civil et de fuir. Rappelé pour rendre compte de ses actes, il s'arrêta à Verdun, la grande ville forteresse, et tenta de se suicider, mais ne réussit qu'à perdre la vue. On dit qu'il entra dans un délire dans lequel il hurlait sans cesse le nom de Rommel. Il fut amené sur une civière devant Roland Freisler et étranglé jusqu'à la mort dans la prison de Plötzensee. Kluge se suicida lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait été injoignable durant ce fameux jour. Il était certain qu'il allait être impliqué. Le second de Stülpnagel, le colonel Hoffacker, céda sous la torture et impliqua Rommel. Ce dernier ne se faisait aucune illusion sur ce qui l'attendait. Il avait déclaré à son ancien chef d'état-major, le général Speidel, maintenant arrêté, qu'Hitler était devenu complètement fou. Il donne libre cours à son sadisme sur les conspirateurs du 20 juillet. Rommel ne pouvait pas s'y opposer, ayant eu de graves fractures au crâne, à la tempe et aux mâchoires, ainsi que des blessures à l'œil gauche. Keitel, le chef des armées, se rendit chez lui avec 2 aides, dont l'un apportait du poison. Il lui dit que s'il acceptait de prendre ce poison, il échapperait à la cour populaire, sa famille ne serait pas inquiétée et il aurait des funérailles nationales. Il accepta, prévenant son fils qu'il mourrait dans le quart d'heure à venir. La version officielle le déclara mort d'une embolie cérébrale. En tout, plus de 7000 personnes en liaison avec le complot du 20 juillet furent arrêtées. 4980 furent exécutés, dont la moitié par la Cour populaire. Parmi elles, von Moltke, le fondateur du cercle Kreisau, qui déclara à l'attention du juge « Il est donc ainsi prouvé que ce ne sont pas les plans ou les préparations, mais bien l'esprit lui-même qui doit être persécuté. » Le frère de Stauffenberg et le pasteur Dietrich Bonhoeffer faisaient également partie des condamnés. Seul un homme réussit à échapper à la corde, et ce fut Schlabrendorf. La chance était toujours du côté de l'homme qui avait eu les nerfs assez solides pour placer une bombe dans l'avion du Führer et aller la rechercher le lendemain. Alors qu'il allait passer devant la cour populaire le 3 février, une bombe américaine tua sur le coup le juge Freisler, tout en détruisant les dossiers concernant Schlabrendorf et la plupart des autres survivants.
Après avoir été transféré vers plusieurs camps de concentration successifs, il fut finalement libéré par les troupes américaines et devint juge après la guerre, au sein des cours constitutionnelles de l'Allemagne de l'Ouest. Beaucoup d'autres jouèrent un rôle dans la résistance à Hitler et ce qu'il représentait. Certains par de petites actions, en refusant de faire certaines choses mineures, d'autres en abritant ou en aidant ceux qui étaient victimes de persécutions, d'autres encore par des actes de sabotage. Les protestations massives des membres de l'Église romaine catholique forcèrent Hitler à renoncer à sa politique envers les personnes handicapées mentalement ou physiquement. Tous ceux qui ont enfreint les ordres du Reich l'ont fait en risquant leur vie. Plutôt que de considérer ce complot comme un acte isolé, mieux vaut le considérer dans la continuité de la lutte de l'homme contre l'oppression, même lorsque les chances sont contre lui. Aucune de ces personnes n'a estimé pouvoir se dédouaner en considérant qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Comme l'écrivit le major général Henning von Tresckow, les ordres sont des lois pour les idiots.